il ne faut pas faire confiance à une grande boîte pour vous développer à vie. Toujours garder à l'esprit son employabilité. Bill Gates et Steve Ballmer, quand ils étaient en visite dans un pays, ils considéraient leur personne au service de la société et de la filiale dans laquelle ils sont. Je rentre chez Altran, donc je me retrouve, alors qu'il était prévu une transition en douceur, seul, à la tête d'un groupe en crise de 16 000 personnes, d'un milliard et demi de chiffre d'affaires, un business très différent. 18 mois après, j'ai dû décider de partir. Et donc là, la chute, ça m'a pris presque 2 ans et demi pour retrouver ce que j'appelle mon ikigai, c'est-à-dire cet alignement entre ce que j'aime faire, ce pourquoi je peux avoir une rémunération, ce qui a un impact positif sur le monde, ce pourquoi j'ai un certain don. Bienvenue sur All You Need to Lead, le podcast des professionnels qui veulent une carrière épanouissante. Je suis Jafar Tabi, coach, cadre dirigeant, et j'invite des leaders inspirants qui nous partagent leurs expériences pour propulser votre carrière et être plus heureux au travail. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Christophe Olnet. Après une carrière fulgurante auprès de Bill Gates, il devient le CEO de Microsoft France, puis le CEO d'Altran, dont il est brutalement évincé. Commence alors une période de doute, d'échec et de profonde remise en question. Cet épisode est fait pour vous, que vous soyez ambitieux ou en quête de sens au travail, et je suis sûr qu'il va vous inspirer. Christophe, merci beaucoup. Est-ce que tu veux bien te présenter ? Bonjour Jafar, merci de m'accueillir. Donc moi, je m'appelle Christophe Olnet, donc, et je suis aujourd'hui Senior Advisor pour un fonds d'investissement qui s'appelle Seven2, qui est le nouveau nom d'Apax Partner. Je fais ça pour une majorité de mon temps et je suis aussi Business Angel à titre personnel sur des sujets qui sont ceux qui correspondent à ma carrière, c'est-à-dire B2B software. D'accord, merci beaucoup. Merci Christophe. Benoît Vedel, qui m'a mis en relation avec toi, m'a dit beaucoup de bien de toi, et notamment parce que tu as une expérience remarquable d'aller jusqu'à CEO de Microsoft France, de sortir de Microsoft pour prendre la direction d'Altran, qui est maintenant intégrée à Capgemini, mais qui était une société à part entière, société cotée, où tu as eu une expérience tumultueuse, et ensuite, deuxième partie de vie, un peu plus compliquée, et j'ai adoré ton livre que je recommande si vous ne l'avez pas encore lu. C'est un livre que je recommande vivement, Le jour où j'ai quitté Bill Gates, dans lequel tu partages beaucoup de choses de manière très transparente et super riche. Donc, si ça te va, j'aimerais bien qu'on commence par quelques jalons clés qui ont fait le professionnel et la personne que tu es aujourd'hui. Oui, alors évidemment, Microsoft est une part importante et structurante de ma carrière et même de ma personnalité, puisque j'ai le livre à ce titre, même si en fait, comme tu l'as remarqué, il n'est pas sur Microsoft ni sur Bill Gates, mais néanmoins, c'est un élément évidemment important puisque j'ai eu la chance d'y rentrer très tôt chez Microsoft. Donc, je prenais comme première date le 4 janvier 88, le jour où je suis rentré chez Microsoft. Il faut bien voir qu'à l'époque, c'était une start-up, une scale-up, on peut dire, pas une start-up, une scale-up. Il y avait 50 personnes en France, 2500 personnes dans le monde, soit 100 fois moins qu'aujourd'hui. Et quand à l'automne 87, quand j'ai eu les premiers entretiens avec Microsoft et que j'ai dit à mes parents que j'allais rentrer chez Microsoft, ils m'ont fait répéter 2 ou 3 fois le nom, totalement inconnu, puisque c'était le démarrage du PC. La France vivait à l'heure du Minitel, donc c'était une autre époque. Mais en fait, en réfléchissant sur les raisons pour lesquelles j'ai rejoint cette entreprise, j'étais pas un geek, j'étais pas un fanat de micro-informatique, etc. Bon, j'avais eu un parcours de bon élève, j'étais bon en maths, donc j'avais fait une école d'ingénieur. Finalement, tout ça, j'avais monté les barreaux de l'échelle avec, je dirais, sous la houlette d'une mère institutrice. Et moi, je m'étais retrouvé ingénieur télécom, mais j'étais pas passionné de technique à proprement dit ou d'informatique. Mais ce qui m'avait vraiment motivé, c'était de sentir la motivation des équipes, l'énergie qui irradiait de cette entreprise, le sentiment d'avoir un collectif tourné vers un objectif qui était demain, il y aura un ordinateur dans chaque foyer et sur chaque bureau. Et ça paraissait très visionnaire, et c'était la vision à l'époque de Bill Gates. Et j'ai rejoint pour participer à cette aventure. C'est plutôt ce sens du collectif tiré par une vision, un leadership. Et je dois dire que j'ai absolument pas été déçu parce que ça a été une aventure extraordinaire. Donc ça, je dirais, c'est le premier jalon, Mhm. 1988. Le deuxième, finalement, c'est le moment en 98, 10 ans après, où après finalement avoir grandi avec l'entreprise,
qui m'a confié, parce que c'est l'avantage quand on a une entreprise qui est en pleine croissance, sur un segment porteur, qui a finalement, qui a pratiquement voilà, qui a un impact sociétal, puisque entre 88 et 98, Microsoft était devenu, Bill Gates était devenu le plus riche du monde, l'entreprise était évidemment au centre de plein de sujets. Et à ce moment-là, j'étais au comité de direction de Microsoft, donc j'avais déjà, je dirais, bien progressé. J'étais directeur de tout ce qui était grand compte, donc je m'occupais des relations avec les grandes entreprises d'administration pour signer des contrats. Et évidemment, entre le moment où je suis rentré, ou quand un client achetait 1000 licences, 1000 produits, on lui vendait 1000 boîtes, parce qu'on refusait qu'il copie. Et puis en 98, où on était capable de livrer un CD-ROM et d'autoriser de payer des licences en mode dématérialisé. On avait vraiment beaucoup fait évoluer l'entreprise et j'ai participé à tout ça. Mais en 98, je me suis dit, bon, si j'avais l'ambition de continuer à me développer, à aller sur d'autres segments et puis pouvoir être patron de Microsoft en France. Et j'ai compris que si je restais, bah, je louperais probablement les prochaines opportunités de devenir patron de la filiale française parce que j'avais pas développé d'autres segments marché et puis j'avais pas forcément assis une crédibilité, un leadership qui me permettrait de pouvoir prétendre à ce genre de job. Et donc à ce moment-là, je me suis dit, bon, faut que je bouge dans l'entreprise. Et je me suis dit, et donc j'ai eu évidemment des opportunités d'aller à Seattle dans des jobs voilà, où on va par exemple définir les politiques, grands comptes, on va être dans des jobs de headquarter et tout ça. Mais à l'époque, le headquarter de Seattle avait déjà bien grandi, il y avait des milliers de personnes et je me voyais pas. Moi, je suis un homme de terrain. Je me voyais pas, voilà, dans un quartier général, vraiment au milieu de milliers de personnes et devenir un peu bureaucrate, si je puis dire, même si, bon, la bureaucratie Microsoft, ça peut paraître un oxymore, mais malgré tout, toutes les entreprises ont créé de la bureaucratie avec le succès. Et donc, j'ai fait le choix d'aller à Tokyo, où le patron Asie, que je connaissais parce que c'était un ancien de la filiale anglaise, cherchait ce qu'on appellerait aujourd'hui un chief of staff. Ça s'appelait pas comme ça à l'époque, mais disons quelqu'un un bras droit pour l'aider à faire tout un ensemble de choses au niveau de l'Asie. Et je me suis dit, ah ben ça c'est sympa parce que je vais me retrouver dans un tout petit headquarter. On était une vingtaine, tout un ensemble de nationalités. Et donc m'a choisi justement pour l'aider à piloter tout un ensemble de programmes, des programmes anti-piratage. Il y avait du boulot en Asie, la satisfaction client, restructurer la politique grand compte en Chine. Et donc, pour moi, voilà, ça a été une aventure extraordinaire. Et faut bien, je ne connaissais pas l'Asie. J'ai pris l'avion pour aller en Asie la première fois de ma vie, pour aller à Tokyo avec ma femme, pour chercher un appartement où on allait pouvoir s'installer avec notre fille de 4 ans. Donc, un grand saut, à la fois géographique, à la fois culturel, puisqu'on est plongé dans un environnement différent. Puis il faut bien voir qu'à l'époque, ils avaient leur propre technologie de téléphone mobile, donc il n'y avait pas de GSM, choses comme ça. Donc on pouvait pas. Les minutes de communication coûtaient très cher. Il n'y avait pas vraiment d'internet généralisé comme sur pas d'internet mobile. Donc il fallait apprendre un peu la langue. Donc c'était vraiment être plongé dans un environnement très différent. Donc une aventure pour moi qui avait jamais trop bougé de France, très formatrice. Donc ce choix de l'expatriation, ce choix de l'international et cette attention que j'ai eue, qu'aujourd'hui je rationalise, mais que j'ai eue à me dire, bon, je ne vais pas aller m'enfermer dans un headquarter et devenir un bureaucrate, mais je vais plutôt aller là où j'ai un impact terrain. Et je l'ai découvert, une exposition au top management, puisqu'effectivement, quand Bill Gates ou Steve Ballmer venaient en Asie, voilà, moi j'étais chef de cabinet ou directeur de cabinet du patron Asie, donc ben, j'allais les accueillir à l'aéroport, je les transportais à certains rendez-vous, je les briefais, et j'avais la chance d'avoir un boss qui était extrêmement encourageant et qui donnait beaucoup de lumière, donc il m'a donné beaucoup de temps avec ses dirigeants, donc ça m'a permis aussi ben voilà, de bâtir une crédibilité et là une visibilité. Et finalement, au bout d'à peine un an et demi, enfin 2 ans, à Tokyo, on m'a dit, il y a une opportunité pour devenir patron de l'Asie du Sud, basé à Singapour. 300 millions de dollars de chiffre d'affaires, ce qui était pas mal à l'époque, 600 personnes réparties dans 7 pays, et une vraie responsabilité de direction générale. Ah, je me suis dit, voilà, j'ai bien fait de quitter la France, où finalement on me disait, bon, dans 7, 8 ans, dans 2, 3 rotations de DG, tu pourras peut-être y prétendre, ce qui était une façon de dire, ben, ne rêve pas. Euh, et ben là, on me propose cette opportunité et donc à ce moment-là, je redéménage avec ma femme, ma fille et ma femme enceinte, puis notre fils est né à Singapour en juin 2000. Et voilà, et pour moi, à ce moment-là, c'est une expérience formidable parce que je me suis retrouvé à la tête
de cette filiale qui n'était pas très importante pour Microsoft, si ce n'est l'Inde, évidemment, qui était absolument passionnante, qui était très loin de Seattle. Donc, de toute façon, les dirigeants, ils s'arrêtaient à Tokyo, ils s'arrêtaient à Shanghai, ils s'arrêtaient à Hong Kong pour pousser, si je puis dire, jusqu'à Singapour. Il n'y avait pas de vol direct à l'époque vers les États-Unis. Bon, on voyait pas souvent d'Américains. Et puis, Bill Gates se levait pas tous les matins en se disant qu'est-ce qui se passe en Indonésie. Et donc, pour moi, cette promotion en 2000, donc on voit bien que ça s'accélère, parce que je vous dis 98, 88, 98, 2000. Mhm. En avril, mai 2000, je me retrouve à la tête de cette filiale. Ça se déroule très, très bien. Et puis, début 2001, j'ai un appel de Microsoft Corp qui me dit, ah ben voilà, le job de patron de la filiale française va s'ouvrir dans 3 mois parce que le dirigeant actuel va bouger. Et bah voilà, on pense que tu es la bonne personne. Même si ça nous embête de te faire bouger alors que tu es là depuis 18 mois Mhm. en Asie. Et donc, en avril 2001, je suis revenu en France euh, pour diriger Microsoft France. Et c'était vraiment un moment pour moi, donc c'est je sais pas, le 22 ou 23 avril 2001, revenir finalement moins de 3 ans après avoir quitté Microsoft. Et à l'époque, quand j'ai fait mon pot de départ, les gens me disaient, attends, tu es patron de l'équipe grand compte, tu as 70 personnes, tu vas aller tout seul, single contributeur, dans un headquarter à Tokyo. Quand les gens me disaient bon courage, je voyais qu'ils me disaient condoléances. Euh, Mhm. et donc, et donc, mais j'avais l'intuition que, en ayant été dans ces années 88-98, dans ces années Microsoft direction commerciale, j'étais pris par la mécanique des quarters, etc., et de la pression. Et je me disais, il faut qu'à un moment donné, je développe mon strategic thinking, si je puis dire, ma capacité à réfléchir un peu. Et en prenant un job de contributeur individuel, c'était un risque que je perdais l'aspect management. Alors aujourd'hui, bon, c'est peut-être moins, mais il faut bien voir qu'il y a 30 ans, bah, la progression, elle ne venait que forcément que par être manager. Et j'étais déjà à un poste important. Et le fait de dire, bah non, je vais aller prendre un poste de contributeur individuel dans un headquarter isolé à Tokyo. Mais je m'étais dit, bon, un, je vais progresser en strategic thinking, deux, je vais être plus visible, et trois, je vais pouvoir avoir des opportunités. Elles se sont présentées. Et donc, bah, finalement, revenir en France 3 ans après, même moins de 3 ans après, ça a été, je garde un souvenir ému de cette journée où voilà, on a fait un grand compagnie meeting et où je me suis représenté, si je puis dire, à des gens que je connaissais pour la plupart, même s'il y a beaucoup été recrutés entre-temps. Donc, je dirais là, cette date de 2001 est importante. Et puis, 4 années formidables, Et, construction et- d'un collectif, des objectifs qui n'étaient pas faciles parce que il faut bien voir que je suis arrivé en avril 2001, il y a eu les attentats des tours jumelles en septembre 2001 qui ont quand même bouleversé le monde, qui ont aussi créé des tensions énormes à la suite entre la France et les États-Unis avec la guerre en Irak et le fait que bon, la France jouait une partition un peu différente et que finalement les élites françaises, il y avait un certain anti-américanisme récurrent. Donc Microsoft entre-temps était devenu ultra dominant. Et donc, quand vous prononciez malbouffe, domination, c'est McDonald's, technologie, domination, c'était Microsoft. Et donc, en 2001, à partir de 2002, 2003, étaient des années où je me suis mué en avocat de la cause de Microsoft vis-à-vis des autorités françaises, mais aussi en avocat des autorités françaises vis-à-vis de Microsoft. Et j'ai beaucoup œuvré pour faire prendre conscience à Microsoft que, avec les parts de marché, viennent les responsabilités. Et, euh, et c'est vrai que j'avais entendu Bill Gates lors d'une discussion en 94 dire oh, de toute façon, les lobbyistes, ça sert à rien. Nous, on n'a personne à Washington. Bon, maintenant, c'est très différent. Et je pense que en 2002, là, ils ont commencé à se dire, ah oui, on a une telle part de marché, on est tellement important, on peut pas juste se contenter de bien faire notre boulot, de vendre des produits, de faire de la marge, mais on doit prendre conscience de ce que ça veut dire. Et donc, c'est là où on a commencé à élaborer des programmes qu'on pourrait appeler Corporate Social Responsibility, ou de responsabilité sociale d'entreprise que les Américains voyaient il y a 25 ans essentiellement comme bon bah je vais faire du charity, mais on allait dire attends non c'est pas juste des fondations et de la charité, c'est aussi redonner euh, au tissu économique. Et donc là, c'est les programmes avec l'INRIA sur la formation, c'est l'encouragement à avoir des labos de recherche locaux, et puis c'est aussi des programmes start-up pour créer, pour encourager l'innovation. Et Microsoft a fait
très tôt cette mutation-là. Et d'ailleurs, aujourd'hui, quand vous dites technologie, domination, bah, vous pensez Meta, vous pensez Google, vous pensez Amazon, vous pensez Apple, mais pas vraiment Microsoft, alors qu'ils sont absolument archi dominants et vraiment le système nerveux digital des entreprises et des administrations. Mais vous voyez, donc ils ont très. Alors, je ne m'attribue pas du tout ce succès-là, mais j'ai été à l'initiative et je me souviens d'une réunion un peu de kick-off de cette réflexion-là avec Steve Ballmer à Londres et mon équipe de direction qui a un peu marqué le début de ça. Et après, ça a été très bien poursuivi et amplifié par mon successeur qui est Eric Boustouler et puis ses successeurs ensuite. Mais voilà, ça a été un élément important. Et bon, bien sûr, entre-temps, il s'agissait surtout de délivrer la croissance à 2 chiffres tous les ans, ce que j'ai fait et tout se passait très bien. Et donc, on arrive à une autre date importante qui est effectivement 2005, début 2005. Et finalement, où fin 2004, je me suis dit, bon, ça faisait 4 ans que j'étais à la tête de Microsoft France, je réussissais très bien, puis bon, j'y étais depuis longtemps, je connaissais très bien Steve Ballmer, je connaissais évidemment Bill Gates, puisque quand il venait à Paris, j'ai eu l'occasion, bah, quand j'étais en Asie, de faire des voyages en Inde ou en Malaisie avec Bill Gates, j'ai eu l'occasion d'accompagner Steve Ballmer pendant des journées entières à Hong Kong ou à Tokyo, et également en France, quand j'étais patron de la filiale française, j'étais le host, si je puis dire, et donc je, ça donne beaucoup d'occasions dans les petits trajets en voiture de parler d'autres choses, et donc je pense que voilà, j'avais une agilité dans la boîte, une crédibilité, c'est-à-dire quand j'avais un problème, à un moment donné, la mairie de Paris annonce Urbi et Orbi qu'elle allait tout passer au logiciel libre à Linux. Parce qu'il faut dire que Steve Ballmer, à l'époque, avait tenu des propos malheureux comparant Linux à un cancer, ce qui n'était pas forcément une bonne chose. Et évidemment, tout ça remonte dans les médias américains. Bon, bah, Steve Ballmer m'appelle, je parle avec lui, il me dit, t'as besoin d'aide, comment je peux t'aider? Vous voyez, bon, plutôt que de dire, ah bon, bah, qu'est-ce que tu fous? Et donc, quand j'avais un problème, j'avais une capacité à pouvoir appeler les bonnes personnes, parce que je faisais partie des meubles, si je puis dire. J'étais un vétéran, comme on disait, à 43 ans. Et donc, je me suis dit, bon, ça fait 4 ans, il faut bouger. Euh, J'avais un successeur, en l'occurrence Eric Boustouler, que j'avais préparé. Donc, j'ai fait mon job de manager, hein. Un bon manager se mesure aussi à sa capacité à pouvoir développer des plans B au cas où il parte. Et donc, moi, on me proposait des tas de choses, retourner à Seattle, reprendre une région plus grande, etc. Et je me suis dit, bon, je me suis dit, OK, si je pars, et ça veut dire que je vais repartir pour 6 ans, je reviendrai, j'aurai 50 ans, 20 ans de Microsoft. Je me suis dit, je, je pense que je pourrais pas faire autre chose beaucoup après. Et je me suis dit, bon, ma bancabilité sur le marché français, elle est là. Euh, je- et j'avais peut-être un petit côté Gen Z avant l'heure. J'avais une frustration qui était de dire, mais bon, il y a du succès, mais quelle est la part du succès qui est liée à la machine que j'ai derrière moi versus ma valeur ajoutée? Pour moi, la valeur ajoutée, c'est une valeur fondamentale. J'aime bien à la fin de la journée me dire quelle valeur ajoutée j'ai eue. Alors effectivement, j'avais une valeur ajoutée incrémentale, mais pas une valeur ajoutée de rupture, et j'avais envie plutôt, finalement, je prends cette image d'être le capitaine d'un plus petit bateau qu'un officier d'un très grand navire. Et donc, je me suis dit, bon, ben voilà, j'ai regardé les opportunités et on m'a proposé un sujet qui était sur le papier très séduisant, une entreprise en retournement qui s'appelait Altran, qui sortait d'épisodes délicats avec la justice, s'était séparé d'un certain nombre de dirigeants et voulait quelque part prendre quelqu'un pour tourner la page, avec un fondateur, Alexis Niazev, qui resterait aux commandes en tant que président du conseil de surveillance et moi président du directoire. Bon, et donc j'ai plongé, j'ai pris la bonne décision, mais j'ai fait un mauvais choix. Bonne décision, mauvais choix. Mais je regrette absolument pas d'avoir fait. Puisqu'en fait, c'est là où, voilà, mars 2005, je rentre chez Altran et 3 semaines après, le juge Courroy attendait qu'il y ait un directeur général pour mettre en examen tout un ensemble d'autres personnes dans l'organisation, y compris les fondateurs, en leur interdisant tout contact avec le management. Donc je me retrouve, alors qu'il était prévu une transition en douceur, seul à la tête d'un groupe en crise de 16 000 personnes, d'un milliard et demi de chiffre d'affaires, un business très différent dont j'avais probablement mal évalué la différence entre, enfin, j'avais pas, et je l'avais évalué, mais en tout cas des économiques complètement différents, entre une économique d'une boîte de service et une boîte logicielle, et dans un environnement compliqué avec un nouveau board totalement nouveau qui est nommé, qui n'avait pas du tout participé à ma sélection et à ma nomination, et avec une personne, Yves de Chaise-Martin, qui voulait prendre le contrôle sur l'entreprise. Donc,
venant du monde policé d'une grande entreprise, je n'étais pas du tout, comment dire, je n'étais pas du tout adapté à la gouvernance à la française. J'ai fait un très bon job de COO. D'ailleurs, quand vous regardez le cours de l'action, dans les 12 premiers mois, il a monté parce qu'on a commencé à couper dans les coûts, à réduire. Mais je me suis mis dans une bonne position de COO, mais j'ai pas du tout managé le board. J'ai pas du tout fait ce qu'il fallait. Et résultat, je me suis trouvé dans une situation, les lecteurs apprécieront le coup de Trafalgar qui m'a été tendu, dans lequel je suis tombé, et qui fait que 18 mois après, j'ai dû décider de partir. Et donc là, la chute en octobre 2006, donc 18 mois après, où du jour au lendemain, après avoir travaillé finalement 20 ans de façon extrêmement intense, avec toujours une idée de l'agenda du lendemain, du surlendemain, de la semaine, du mois, de l'année, je me retrouve, bah voilà, sorti, sans rien, je dirais, euh, euh, voilà, brutalement, parce que de toute façon, dans ce genre de situation, et je le raconte comment c'est passé dans le livre, voilà, on quitte voilà, du jour au lendemain. Et ça a été là où j'ai réalisé euh, ben, à quel point ensuite j'avais été finalement assez mal préparé ben, à ce monde externe venant voilà, d'une entreprise d'une grande entreprise avec ses règles et sa façon de fonctionner. Donc, je dirais, voilà, ce septembre 2006, ben, une grosse rupture ben, pour moi dans laquelle, et je suis rentré dans une période assez compliquée où j'ai fait un certain nombre d'erreurs. On pourrait y revenir tout à l'heure quand on parlera peut-être des leçons que j'ai pu en tirer, mais je termine rapidement sur les dates. Et j'ai mis finalement, sur septembre 2006, j'ai mis une année et demie. Finalement, j'ai fait une petite aventure politique parce que j'avais un peu de temps. J'ai aidé Jean-Christophe Roman. Voilà, j'ai tiré des bords, j'ai fait des chemins de traverse, j'ai tenté tout un ensemble de choses. Et puis finalement, j'ai aidé Jean-Christophe Fromentin à gagner la Mayenne de Lille. Je me suis retrouvé premier adjoint, mais j'ai rapidement compris que j'étais pas fait pour le monde politique. Les lecteurs du livre pourront comprendre, on va peut-être pas s'étendre là-dessus. Et puis, je suis resté bien sûr premier adjoint. J'ai tenu mes engagements, mais j'ai repris la direction générale d'une PME en juin 2009. Donc finalement, ça m'a pris presque 2 ans et demi pour retrouver ce que j'appelle mon ikigai, c'est-à-dire cet alignement entre ce que j'aime faire, ce pourquoi je peux avoir une rémunération, ce qui a un impact positif sur le monde, ce pourquoi j'ai un certain don. Et donc j'ai repris la direction d'une PME, NetGem, avec un grand plaisir et une petite équipe et une très bonne technologie, un alignement avec le marché qui attendait cette technologie. Et j'ai internationalisé la boîte, ce qui m'a permis voilà, de retrouver l'adrénaline de la conquête internationale, notamment d'un énorme contrat en Australie qu'on a signé avec Telstra, l'opérateur australien. On a équipé 10% des foyers australiens pour une petite PME technologique française. C'était quand même une très belle performance. Ce qui m'a amené en 2013 à me relocaliser à Singapour, où j'ai continué à m'occuper de l'international pour l'entreprise et en sortir progressivement pour redonner les clés au fondateur Joseph Haddad. Et puis, j'ai commencé à m'intéresser au private equity. J'ai participé à deux, trois opportunités, à la fois en business angel et en private equity LBO. Et puis, en 2019, je suis revenu en France. Et c'est là où j'ai rejoint Seven2, donc, qui s'appelait Apax à l'époque, dans ce rôle d'operating partner que j'affectionne particulièrement, parce que finalement, je peux, avec l'expérience large que j'ai à la fois des gros systèmes de grandes entreprises, avoir été patron de PME moi-même, avoir travaillé avec des startups, avoir été dans des rôles de board divers et variés, eh bien, ça me permet, je pense, dans mon dialogue en tant qu'operating partner, vous êtes là pour aider l'équipe dirigeante à accélérer ses programmes de transformation. Parce que quand un fonds met 100 millions d'euros dans une entreprise, c'est pour ces 100 millions d'euros valent 200, 300 millions à un horizon de 5, 7 ans. Donc, ça ne se fait pas sans rien faire. Donc, il faut à la fois améliorer euh, améliorer comment dire, les opérations de l'entreprise elle-même, développer sa croissance, développer l'international, trouver des opportunités de croissance externe pour créer de la valeur. Et donc, le rôle de l'operating partner, bah, c'est d'aider l'équipe dirigeante. Et j'apprécie énormément ce rôle parce que, je dirais, à mon âge, en tout cas, c'est pas une question d'âge parce que je pense que ça a peu d'importance, mais plus, disons qu'à ce moment de ma carrière, je n'ai pas forcément envie de m'appliquer et d'avoir la pression opérationnelle au quotidien de reprendre une entreprise en tant que CEO. Je l'ai été jusqu'en voilà, 2015-2016. Ça me paraissait, c'est-à-dire 52-53 ans, ça me paraissait très bien. Et là, je préfère participer à des aventures entrepreneuriales
sans en avoir les contraintes opérationnelles, mais en essayant d'apporter une valeur ajoutée aux dirigeants. Et je le fais à la fois avec le fonds de private equity avec qui je travaille, mais aussi en tant que business angel. Hmm. Bon, super. Merci beaucoup pour tous ces jalons. J'ai failli t'interrompre à un moment donné. Je me suis dit, bon, je te laisse dérouler. J'aimerais bien, si ça te va, qu'on zoome sur quelques aspects où il y Ouais. a de belles choses que tu nous as partagées et juste peut-être décoder un petit peu plus. Il y a cette première phase que j'aime beaucoup. Tu es chez Microsoft, on est en 97, tu te dis c'est quoi machin, et tu te dis ben, finalement, plutôt que d'aller dans le chemin un peu classique, alors il y a le piège, je reste en France et puis je fais, et puis j'ai aucune piste. L'autre, je vais chez les headquarters et là, potentiellement, je vais avoir une belle moquette, mais je risque d'être un peu loin des opérations. Et tu te dis, le mieux, c'est quand même d'aller se frotter vraiment aux opérations. Et tu décides de faire un choix que beaucoup n'auraient pas fait. C'est-à-dire déjà, avoir la conscience de dire, mon chemin, si je veux être un jour CEO de Microsoft France, il faut que j'aille faire autre chose. Tout le monde n'y pense pas, tout le monde n'a pas le courage ou la présence d'esprit de se donner ces opportunités-là. Et tu vas en Asie pour faire, je fais le challenge, mais t'es pas numéro 2, t'es pas numéro un. Non. T'es potentiellement, déjà, tu es très dépendant de la personne, est-ce qu'elle te donnera ou pas. Et là, tu peux être porteur de valise, au pire des extrêmes, ou le mastermind derrière le dirigeant. Et j'imagine que tu as été suffisamment bon pour être plutôt là. Ouais. J'ai une question très pratique. Et tu le mets là. Et d'ailleurs, j'invite les gens à y réfléchir. Quand Bill Gates et Steve sont en visite en Asie, je passe beaucoup de temps avec eux en voiture, dans des embouteillages, dans l'aéroport et leurs hôtels ou entre deux rendez-vous. On ne dira jamais assez l'importance de ces moments-là. Comment tu t'y prépares? Parce que tu n'as pas envie de faire le clown devant Steve Ballmer ou Bill Gates. Comment tu fais pour que ces moments-là comptent et qu'est-ce que tu as comme recommandation? En fait, si vous voulez, en fait, ces moments-là, effectivement, je m'y prépare, c'est-à-dire que je me dis, bon, à un moment donné, il va y avoir une question ouverte qui va arriver ou il va y avoir un blanc et il va falloir dire quelque chose. Et donc, je prépare dans ma tête quelques sujets et j'essaye quelques convictions et parfois aussi des choses qui me paraissent importantes que l'entreprise fait mal. Et c'est l'occasion unique de passer des messages. Alors, ça marche parce que ce sont des dirigeants qui ne confondent pas le message et le messager. Et ça, c'est une énorme qualité et une chance incroyable. Ouais, je, je- Steve Ballmer, c'est quelqu'un qu'on pouvait emmener en clientèle pour se faire engueuler. Et je l'ai fait plus tard en France, pas forcément en Asie directement, parce que je n'étais pas en charge des clients, mais en France, on avait une énorme crise, notamment avec des prix de licence Microsoft, déjà, que Microsoft augmentait allègrement sans trop demander l'avis des clients. Et je l'ai emmené en clientèle pour vraiment avoir une discussion difficile, et les clients, lui rentrant dans l'art, et bah, il répondait, etc. Je lui avais dit avant, ce ne sera pas facile, mais en sortant de réunion, il pourrait dire, bah, attends, quel boulot tu fous? Voilà, on dégagez-moi ce DG. Voilà. Et j'en avais parlé moi à l'époque avec mes collègues d'Ora qui me disent, jamais on emmènerait Larry Ellison se faire engueuler chez un client. D'abord, de toute façon, il arrive en retard aux réunions, il est ingérable, alors que Bill Gates et Steve Ballmer, quand ils étaient en visite dans un pays, ils considéraient leur personne au service de la société et de la filiale dans laquelle ils sont. C'est-à-dire que je me souviens avoir eu des reproches de Bill Gates en disant, vous ne m'avez pas assez utilisé. J'avais trop de temps mort. Quelque part, je suis une ressource. Donc, il faut bien voir que c'est, il faut avoir cette chance d'avoir des dirigeants qui ont ce mindset-là. Et quand ils l'ont, ça veut dire qu'à un moment donné, ils vont vous poser une question ouverte, ils vont engager une discussion. Bah, il faut quand même avoir dans sa petite poche arrière, dans sa tête, quelques formules, quelques sujets, quelques suggestions sur des améliorations, parce que effectivement, ils ont des styles très différents. Mais moi, ce qui m'a toujours fasciné à leur côté, c'est la largeur de spectre de choses qu'ils peuvent travailler et sur lesquelles ils peuvent engager une discussion. Largeur de spectre. Depuis des discussions avec des architectes informatiques, avec des juristes sur des problèmes IP, avec un dirigeant politique, avec un CEO d'une banque, avec un CEO du luxe, et puis la profondeur dans laquelle ils peuvent aller. Donc, breadth and depth, pour parler français. Et donc, effectivement,
voilà, faut pas prendre le risque de sortir des banalités. Et voilà, donc ça, je pense que le truc, il faut rester concentré. D'accord. Je retiens plein de choses, à la fois de ton expérience et de ce que tu as observé de chez Bill Gates et Steve Ballmer. La première de ton expérience, c'est de dire, je suis exposé à des dirigeants qui vont venir et qui potentiellement peuvent me poser toutes sortes de questions. Je peux être dans telle ou telle situation et tu es dans l'anticipation du mieux que tu peux. Et cette anticipation, j'imagine, elle te muscle parce que tu dis, mince, je les vois dans une semaine. Si jamais ils me posent la question sur tel sujet, tel sujet, tel sujet, tu es obligé de maîtriser tes dossiers. Sinon, tu te fais rapidement, à ce niveau-là, on ne peut pas se permettre d'avoir des gens qui ne connaissent pas leur sujet. Donc, tu as vraiment besoin de développer ça et c'est hyper vertueux. Donc, si vous voulez accélérer votre développement et que vous êtes prêt à investir du temps, ça dépend de votre contexte familial et personnel, c'est pas forcément opportun pour tout le monde, mais prenez ce genre de poste très exposé et ça peut accélérer ou foutre en l'air votre carrière. Oui, C'est un risque à c'est un prendre, risque. mais c'est une belle opportunité. La deuxième chose que tu dis, c'est Steve Ballmer ou Bill Gates ont la capacité à la fois de rentrer en profondeur dans les sujets et de ratisser hyper large et de parler de toutes sortes de sujets. Nous, et mes auditeurs et moi, sauf si Bill Gates et s'il nous écoute, hi Bill, sinon, on n'a pas forcément ce même parcours. Par contre, on peut peut-être nous-mêmes nous muscler dans ces deux aspects, c'est-à-dire avoir la curiosité d'aller regarder au-delà de son propre, ok, je suis CFO, j'ai fait 25 ans de finance, mais pourquoi je ne ferais pas essayer pourquoi je ne ferais pas l'effort de comprendre ce que font mes copains de l'ingénierie, pas juste d'un point de vue combien ça coûte, mais et donc finalement il y a peut-être un effort conscient de dire j'élargis et j'approfondis. Je ne sais pas ce que tu en penses. Pour moi, c'est un muscle que tu dois continuer à développer. C'est peut-être une perspective différente. Non, non, absolument. Je pense que c'est aussi ça qui fait que quand on rencontre des exécutifs, bah, les questions, elles peuvent venir un peu très larges. C'est-à-dire, bah, tiens, quelle est la situation économique en France, comment ça marche, quelle est la situation concurrentielle sur tel ou tel sujet, qu'est-ce que les clients ont pensé de ça, comment va le marché. Donc, il faut, ça force, l'intérêt de ce genre d'interaction, c'est que ça force effectivement à prendre un peu de hauteur. Et quand on est plus haut, on peut voir plus large. J'adore. Se forcer à prendre de la hauteur. C'est tellement un piège dans lequel tombe. Enfin, on est tous à tomber là-dedans. Tu es dans des opérations, tu as plein de trucs à faire et tu te rends pas compte que. Alors, oui, c'est très vrai, on pourrait y revenir, enfin, c'est très vrai. Et c'est vrai que dans les dans les grandes entreprises, les grosses machines, ce que je dis aussi dans le livre, c'est qu'elles ont tendance à, finalement, avec la globalisation, est venue une certaine forme de centralisation. Ça peut paraître paradoxal, mais les outils, notamment IT au sens large, et ça va être encore plus vrai avec l'IA demain, ça pousse à finalement, comme il y a un objectif de scalabilité, c'est-à-dire je dois me développer à coût incrémental marginal. C'est ça la scalabilité, c'est faire de la croissance à coût incrémental marginal. C'est-à-dire que plus je me développe, plus je fais de profit et plus le pourcentage est élevé. Bon, l'exemple, c'est Microsoft, quand vous voyez les profits nets que la boîte fait. C'est probablement moins vrai avec l'IA aujourd'hui parce qu'il y a du CAPEX, mais avec le bon vieux modèle SaaS, c'était vraiment l'archétype du modèle scalable. Mais toutes les boîtes cherchent ça. Quand le VMH se développe, ben, ils cherchent à trouver la façon dont ils vont pouvoir se développer avec des marges extrêmement fortes. Donc pour faire ça, il faut mettre des systèmes de management avec de la discipline d'exécution. Alors on appelle ça plutôt de l'expérience. C'est ce qu'on appelle la dictature de l'expérience. Expérience client. Moi, quand je suis rentré chez Microsoft en 87, on avait notre propre, en 88, on avait notre propre logo. On avait un petit papillon sur le logo. Aujourd'hui, le gars qui touche à un pixel du logo, ben, il ne dure pas 3 minutes, mais pas chez Microsoft, dans toutes les boîtes. C'est ce qu'on a c'est un joyau qu'on cultive. Donc, je veux dire, c'est qu'il y a l'expérience client, la façon dont Apple, évidemment voilà, la clé de ça en termes de la façon dont on ouvre le paquet, etc. L'expérience client, c'est quelque chose qui est l'expérience collaborateur. Et donc, bah, on dit au manager, voilà la façon dont tu dois te comporter, etc. Donc, il y a des playbooks qui tombent sur les managers. Et donc, l'objectif, malgré tout, et des très grandes organisations, bah, c'est de développer des systèmes qui font que d'un point de vue macro, on est hyper efficace, même si d'un point de vue micro, c'est pas idéal. C'est-à-dire que peut-être localement, en Italie, en France, en Allemagne, ce serait mieux de faire différemment. Mais si on commence à laisser ça faire, ça va être le bazar, le chaos. Et donc, on dit, non, non, c'est peut-être un peu moins sous-optimal là, mais d'un point de vue global, c'est suroptimal. Donc,
toi, en tant que dirigeant en Italie, bah, tu appliques la règle, c'est comme ça. Et donc, et on ne peut pas jeter la pierre aux grandes entreprises. C'est comme ça qu'on réussit à faire des machines, des usines marketing commerciales. Aujourd'hui, la politique d'AWS dans un pays, personne ne se dit, tiens, je vais développer mon propre programme de licence locale. Je veux dire, de toute façon, c'est décidé par voire des robots IA demain qui analysent, qui génèrent les contrats et qui interagissent avec le client. Ce que je veux dire, c'est que on est vraiment dans cette vision. Donc, donc, la capacité d'initiative locale, elle est plus limitée et elle peut devenir pesante. Donc, euh, c'est pour ça que moi, j'ai senti que, voilà, que ça, c'était un peu pesant pour moi. Et je me suis dit, bon, il faut que je sorte pour être capable de me réaliser un peu plus par moi-même. Bah, ceci étant, ça reste de très bonnes écoles et on peut continuer à progresser, mais je pense qu'il faut faire attention de ne pas se laisser enfermer dans une case où on devient spécialiste pendant des années parce que c'est confortable pour tout le monde d'un job qui n'a de sens que dans la boîte. Moi, je vois passer je reçois beaucoup de CV de gens qui me donnent mon conseil. Je vois des CV avec des intitulés de poste qui sont incompréhensibles dans le monde extérieur, avec 15 acronymes. Et donc, je me dis, bah non, mais ton job, c'est d'être spécialiste de cette case-là, dans cette boîte-là, mais ça n'a pas forcément de pertinence à l'extérieur. Donc, c'est pour ça que un des éléments, vraiment peut-être le conseil le plus important que je donnerais, c'est vraiment de toujours garder à l'esprit son employabilité. C'est-à-dire, est-ce que je suis capable d'exprimer le job que je fais aujourd'hui, les, les compétences que je développe d'une façon qui fait que je vais être attractif au monde extérieur. Peut-être je vais rester dans l'entreprise, mais je dois surtout que voilà, on en a fini avec l'hypocrisie qui constitue à penser que les entreprises vont vous employer à vie. C'est faux. Donc de toute façon, vous aurez ce que j'appelle dans le livre un deuxième acte à inventer, et donc il faut garder à l'esprit cette employabilité. Ouais. J'adore ton message et on n'insiste jamais assez. L'employabilité, c'est pas juste, tiens, j'ai envie de changer de boîte parce que je dois déménager ou je ne sais quoi. Donc, non, c'est à tout moment, y compris parce que vous ne savez pas quel est votre prochain chef. Admettons que vous ayez ne serait-ce que ça, Absolument. des conflits, y compris, je sais pas moi, de valeurs ou quoi que ce soit avec le management, avec la direction que veut prendre l'entreprise ou n'importe quoi. Vous ne voulez pas être tributaire des décisions des autres parce que de toute façon, vous n'avez pas d'autre piste que de rester sur place. Et donc, vraiment, son employabilité, elle est parfois dure parce qu'il faut avoir un regard objectif en se disant, non, mais concrètement, là, est-ce que je suis pas un peu surpayé par rapport à ce que je fais quand je regarde les technologies, les machins que je ne maîtrise pas aujourd'hui et des jeunes qui ont peut-être 20 ans de moins que moi et qui sont peut-être aussi bien calés. Et donc, ce que ça veut dire, c'est quelles sont les compétences, les expériences que je dois pouvoir acquérir ou trouver les opportunités de développer de manière à ce que je reste compétitif sur le marché d'emploi, même si j'ai envie de rester. Et au passage, ça peut toujours m'aider dans les négociations salariales ou toute autre chose. Donc, Je serais plus c'est vraiment performant en super. interne aussi, Hmm. absolument. Donc ce que tu incites, c'est en fait ce côté entrepreneur de soi. J'adore le C'est-à-dire concept, que tu vois. voilà, Ouais. sa bankabilité. On est un asset qu'on développe. Il faut vraiment se mettre dans ce mode-là. Parce que Hmm. je pense que il ne faut pas faire confiance à une grande boîte pour vous développer à vie, pour vous développer dans la durée, bien sûr. Mais attention au piège du cocon qui devient un carcan. Hein, parce que le cocon, il devient un peu asphyxiant. Mais quand on a 52 ans, qu'on est resté dans cette case de la matrice, qu'on a développé, et qu'à un moment on sent que ça va être compliqué, ben là, évidemment, qu'est-ce qu'on a comme choix? On peut se faire virer, ça c'est mauvais signe. On peut partir, mais si on s'y est pas préparé, si on n'a pas réfléchi en amont à son employabilité, c'est très dur. Ou on développe ce que j'appelle des stratégies de survivor. C'est-à-dire que on connaît la boîte, on fait partie des meubles, donc on se met dans des jobs où on est un peu planqué. Mais attention, les placards, ils s'ouvrent de plus en plus aujourd'hui. Et puis, pour l'ego, c'est quand même pas génial. Donc, le mieux, c'est pour ça que le message y compris les trentenaires, c'est de garder constamment à l'esprit l'employabilité, de se former. Dans les grandes boîtes, il y a plein d'opportunités de formation. Quand on est pris, et moi, j'en ai séché un nombre de formations, mais complètement dingue. Et je conseille vraiment de regarder et de les prendre, ces opportunités, parce que voilà, c'est des moments de respiration. C'est vrai que quand on est pris dans l'opérationnel, il y a le prochain reporting, le chef a demandé ça, il y a tel meeting à tel endroit, ah, j'ai pas le temps. Non, prenez du temps pour vous former. Cultivez son réseau. Parce que souvent, quand vous regardez les réseaux, eh ben, finalement, c'est le réseau bah, des collègues de la boîte. Or, un réseau, c'est super utile,
mais ça se bâtit quand on n'en a pas besoin. Ça se, ça s'utilise après. Et ça se bâtit en donnant. Parce qu'après, on recevra. Et ça veut dire, ben voilà, quand vous êtes chez L'Oréal, dans une fonction de direction, dans une filiale, vous avez certainement, vous êtes sollicité, on vous demande des conseils. Bah, souvent, vous n'avez pas le temps. Donc, vous répondez pas aux mails, vous répondez pas aux messages LinkedIn. Bon, non, faites l'effort de donner, participer à des incubateurs. Donner un peu il y a des incubateurs. D'abord, c'est intéressant parce qu'on voit des innovations, on voit des entrepreneurs, même dans le secteur. Donc, c'est pas du temps perdu, même pour l'entreprise. Définis, réfléchissez à ce qu'est votre ikigai. C'est-à-dire, j'ai utilisé cette expression japonaise qui consiste à définir un état dans lequel on arrive à trouver un alignement entre, comme je disais tout à l'heure, entre ce pourquoi on est doué, ce pourquoi on peut être payé, ce qui a une valeur, enfin, voilà, tous ces éléments qui sont un alignement de planète. Il y a un impact positif sur le monde, qui a un alignement de planète et je pense que les nouvelles générations qui arrivent sur le marché du travail, elles ont ça ancré en elles. C'est-à-dire qu'elles sont beaucoup plus sensibles à l'alignement entre leurs valeurs, celles de l'entreprise. Je Donc, t'interromps là parce ouais, que c'est un point qui est super important et là-dedans, j'ai un peu, si je te partage les extrêmes, tu as ceux qui disent ouais, t'as raison, je vais résoudre l'équation et c'est ça mon dream job, machin. Et ils ont soit l'impression d'avoir trouvé quelque chose, soit l'illusion qu'un jour ils vont trouver. Et tu as les autres qui disent attends, t'es gentil, je fais de mon mieux, etc. C'est quoi tes conseils sur un, essayer de trouver son ikigai si ça veut dire quelque chose? Pour tout le monde. Moi, je ne sais pas. Moi, à titre personnel, je pense qu'il faut essayer de trouver cet alignement, mais ne pas idéaliser quelque chose pour pas être frustré toute sa vie, de pas avoir trouvé le truc idéal où on va être en extase daily, chaque jour. Donc, c'est quoi tes recos pour un, faire de l'exercice et deux, peut-être ta perspective sur est-ce qu'on a tous des ikigai et voilà. oui, bon, de toute façon, effectivement, je comprends ce que tu veux dire. Je dirais c'est plus essayer de trouver une harmonie, finalement, et une satisfaction, une gratification personnelle dans le job qui fait qu'on sent une résonance entre ses aspirations, le, le désir qui nous fait avancer pour faire une nouvelle initiative, une nouvelle chose. Enfin, on est sur les sujets qui nous intéressent, sur lesquels on pense qu'on a une valeur ajoutée, qui sont Mhm. utiles pour l'entreprise, utiles pour la société. Bon, c'est ce que tu fais probablement aujourd'hui et tu le fais pas en faisant une chose, mais en faisant une collection de choses. Tu apprends une activité professionnelle et puis une activité un peu plus pour la société à travers ce podcast. Donc, ça prend des formes différentes, mais ce que je veux dire, c'est moi, je suis d'une génération où on disait, t'es dans une boîte, tu fermes ta gueule, tu avances, tu rentres dans une entreprise, tu poses pas de questions pendant 3 ans, tu ne demandes pas une augmentation et tu changes pas de job pendant 3 ans. Aujourd'hui, vous dites ça à Gen Z, vous recrutez personne. Au bout de 8 mois, 9 mois, ils viennent voir, ils disent, bon, c'est bon, j'ai fait le tour du job, maintenant je voudrais faire autre chose. Euh, voilà, il faut juste l'accepter. Donc, ce que je veux dire, c'est que ce travail introspectif sur essayer de réfléchir à cet alignement, il est important. Et peut-être, finalement, l'harmonie, c'est de dire, non, mais moi, mon truc, c'est vraiment de jouer au golf et c'est ça qui me fascine. Et ça permet de dire, parce que finalement, j'ai toujours pensé qu'un changement de job, en fait, c'est un chemin, c'est pas une destination, l'ikigai ou Mhm. l'harmonie. C'est un Ouais. chemin, c'est pas une destination. Donc finalement, c'est de se dire, c'est quoi mon North Star, mon étoile polaire, là où j'aimerais aller. Et ça permet d'orienter des choix de carrière en disant, je vais plutôt prendre ça, parce que ça va me permettre de développer des skills qui sont importants pour moi. Mhm. Je vais faire des arbitrages différents. Donc c'est plus ça. D'accord. Donc j'irais se former, cultiver son réseau, travailler cette introspection sur l'ikigai et finalement la direction qu'on a à ce matin. Choisir ses managers et ses jobs. Et alors c'est pas toujours possible, mais dans des grandes boîtes, on peut quand même. On peut suivre des gens, on peut. Parce que finalement, au bout du compte, on dit toujours, parce que la grosse machine, si l'entreprise elle est un peu étouffante et l'oxygène il est souvent apporté par le manager, ou il met encore plus de pression et c'est insupportable. Donc ça, je pense qu'il voilà, il faut savoir naviguer un petit peu, être opportuniste par rapport à ça, ne pas se confondre avec le logo. Ah bah, vous êtes patron de LVMH, j'en sais rien, moi, en Thaïlande, bah, vous avez l'impression que vous êtes reçu à l'ambassade, voilà, vous avez une voiture avec chauffeur. Je prends l'exemple d'expatriation, mais c'est aussi vrai, vous patron de Microsoft en France ou d'IBM en France. Ouais, attention, parce que le jour où vous sortez, que vous n'avez plus le logo sur la carte de visite, bah, vous n'avez plus rien. Sauf Ouais. si vous avez réfléchi à développer votre propre personnalité. Donc attention au côté dangereux de la confusion avec le logo. Ouais. Et le C'est un dernier peu. point,
c'est effectivement ne pas surestimer ses compétences, et notamment à travers le logo, mais notamment quand on est dans des grandes boîtes, on n'est pas forcément adapté au monde extérieur. Et dans mon livre, je fais la comparaison entre l'animal domestiqué, finalement, et l'animal sauvage, en utilisant cette fable de La Fontaine, du loup et du chien, où finalement, voilà, j'explique que si on veut aller dans le monde un peu plus entrepreneurial, des startups, des fonds, créer sa boîte, rejoindre il va falloir être plus agile. Il va falloir avoir un rapport à la prise de décision différent. Il va falloir pouvoir être beaucoup plus, voilà, savoir rebondir sur les opportunités. D'une certaine façon, il faut retrouver son instinct sauvage. Hmm. Je rebondis sur un point que tu as mentionné rapidement, mais qui est aussi peut-être une piste pour toutes celles et ceux qui n'arrivent pas à trouver leur ikigai, etc. Tu as dit déjà que c'est un chemin qu'on doit dynamiquement ajuster, Bien mais tu sûr. as aussi dit que des fois, c'est une combinaison de choses. Oui. Et je pense qu'il y a une illusion qui est de dire, je vais quitter ma boîte et je vais aller dans une boîte, j'en sais rien, moi, une NGO, une organisation à but non lucratif, ou ci, ou ça, et je vais m'éclater. Et il y a des gens qui sont misérables là-dedans. Pourquoi? Parce qu'ils ne voient juste, ils focalisent sur l'impact social, environnemental ou ce qu'on veut, et ils oublient tout le reste. Et en fait, des fois, essayer de combler, satisfaire l'ensemble de nos exigences, ça peut requérir de faire un peu d'associatif dans ton temps Absolument. personnel, travailler et donner peut-être un sens différent à ce qu'on fait, et ainsi de suite. Euh, on parlait de transition et de fitness. Et si ça te va, j'aimerais bien qu'on passe maintenant à ta transition vers Altran. Sans forcément rentrer dans tous les trucs, moi, il y a deux points qui m'ont intéressé, ou en tout cas que j'aurais dû réaliser une due diligence beaucoup plus approfondie. Tu prends le job, tu t'es renseigné, mais tu tombes sur un truc qui n'était pas du tout ce que tu avais prévu. Je pense qu'il y a des choses qui sont malheureusement, tu ne peux pas les anticiper, mais c'est quoi ton conseil de manière générale et rétrospectivement? Qu'est-ce que tu conseilles aux gens de faire de manière différente s'ils doivent prendre un poste aussi critique? En fait, je savais que la situation n'était pas forcément facile, hein, mais je pense que j'aurais j'aurais dû en fait peut-être mieux analyser les scénarios possibles de ce qui se passait. J'avais pas du tout anticipé le fait, parce que je m'entendais bien avec le fondateur Alexis Kniazev, et je pense que lui, voilà, on avait 25 ans d'écart. Je pense il avait une énorme comment dire, aura au sein du groupe, et il avait à cœur, c'était son objet, il avait à cœur que ça se passe bien. Donc je pense qu'il m'aurait soutenu, aidé et peut-être coaché aussi sur un certain nombre de compétences que je n'avais pas. Mais je n'ai pas imaginé le fait qu'il soit sorti de la boîte. Et je pense, alors qu'avec une certaine analyse un peu plus détaillée, j'aurais pu analyser ce scénario-là et voir le risque que je prenais sur finalement mon adéquation et mes compétences sectorielles. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de pivots. Donc, il y avait il y avait pas beaucoup de pivots. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on change de job, c'est souvent bien de pivoter sur un axe. Hein. Si on pivote sans axe, on tombe. Et donc, l'axe, ça peut être, je connais très bien le secteur, le pays, enfin en fonction, et puis je vais faire un job de nature un peu différente, où je vais rester dans ma fonction finance et mon expertise, mais je vais changer de secteur. Oui. Hmm. Je pense que ce qui est important, c'est voilà, d'analyser, d'avoir quand même dans ces mouvements un axe sur lequel on peut se reposer. Et moi, je me suis mis beaucoup en danger parce que finalement, c'était un secteur des services qui était différent. C'était une entreprise française versus américaine. C'était une entreprise cotée en bourse. Et notamment, j'ai mesuré à quel point, et j'insiste beaucoup là-dessus, et surtout pour tous les auditeurs qui veulent aller vers le monde entrepreneurial, je manquais de compétences financières. En tant que CEO, c'est fondamental. Et, euh, et donc, voilà, je pense que je n'ai pas forcément réalisé l'ampleur du challenge que je prenais. Et le scénario catastrophe s'est produit, mais je ne l'avais pas anticipé du tout. Mhm. D'accord. Donc, il y a un message autour de faire du mieux qu'on peut une due diligence et au passage, sur des postes moins critiques, c'est juste déjà avoir un meilleur sentiment de votre futur manager parce que vous avez Non, mais ce passé qui du arrive temps. souvent, c'est je suis recruté par une boîte, 3 semaines Oui. après, le manager qui m'a recruté s'en va. Et ça se passe mal. Je vois combien de CV je vois comme ça. Donc, alors on peut en prendre dans l'autre sens, c'est de dire attention, quand vous allez vous passez, je sais pas, vous passez de Total à Engie. Bon. Hmm. Parce que chez Engie, il y a un gars qui a été chez Total qui vous recrute. Un cas grand classique. Vous arrivez chez Engie,
3 semaines après, il vous dit, bah, je vais faire autre chose, je pars, voilà. Et vous vous retrouvez en caleçon, si je puis dire. Donc, euh, là, je pense que la due diligence, elle doit être au-delà de la personne. Il faut faire une due diligence sur le manager, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, c'est un élément très Mhm. important. Et quand on le connaît et que c'est un élément de rassurance, c'est de se dire, attention, Motif. rencontrer d'autres gens, demander à Mhm. rencontrer des pires, des pairs, pour se dire, faire une analyse de la culture. Mhm. Euh, Notamment quand on passe d'une grande boîte à une autre grande boîte. Euh, ce que je définis dans le livre, pour moi, plus que les valeurs, c'est la culture qui est importante dans une boîte. Et la culture, c'est c'est un objet, c'est une chose difficile à définir, assez immatérielle, mais qui est la façon dont l'entreprise fonctionne et définie autant par les gens du terrain que par le management. C'est la culture, elle ne s'impose pas. Il y a un ADN, il se développe et il y a une culture. C'est la façon de faire les choses. Et c'est ce qui fait que les grandes boîtes qui réussissent à franchir des disruptions, en tout cas de Microsoft, mais de bien d'autres, c'est des boîtes qui ont des cultures très fortes, je pense des cultures d'entreprise. Mhm. Et donc, il faut s'assurer quand même sur une compatibilité avec la culture d'entreprise. Donc, quand vous rejoignez une boîte, vous ne rejoignez pas juste un manager, c'est évidemment très important. Donc, mais voilà, cette due diligence, elle doit être faite en se disant, attention, il pourra partir et il faudrait quand même que je me sente à l'aise dans cet environnement. Donc, il faut quand même l'analyser. D'accord, super, merci. Une autre erreur que tu mentionnes, et j'apprécie ton humilité, ta capacité à être clairvoyant et partager ça, c'est tu dis j'ai fait des erreurs. Alors tu parlais de haut de bilan sur la partie finance, sans aller dans ce détail-là qui est peut-être trop poussé pour les gens qui ne sont pas du domaine de la finance, mais tu t'es dit globalement je vais être transparent comme je le fais avec mon manager, avec les marchés. Donc tu as été ambitieux dans le niveau de transformation et moi, j'ai pas été exposé, j'ai jamais dirigé de boîte côté. Par contre, je lisais, j'aime bien lire ce genre de choses, et on te dit en fait le marché, c'est un être irrationnel. Tu fais, tu lui dis qu'il y a tel patron de Renault qui va prendre tel truc, que pouf, l'action, elle prend 30%, on a déjà intégré que dans 5 ans, ça va être la folie, etc. Donc, tu as tout ce genre de phénomènes irrationnels qui font que l'interaction que tu dois avoir avec le marché est différente de ce que tu peux avoir avec ton manager. Quelles ont été tes leçons, si on devait les détailler un tout petit peu plus, sur comment on dirige une boîte cotée en bourse et quels sont les points de vigilance qu'on doit avoir? Voilà. Alors, effectivement, le marché, quand on n'a pas l'habitude de fonctionner, c'est très différent effectivement d'un boss ou d'un manager. Et comme tu le suggères, comme tu le soulignes fort justement, c'est en fait les cours de bourse, c'est de l'anticipation. Et donc, il faut effectivement, et c'est de la dynamique plus que des chiffres absolus. C'est-à-dire que comment je fais un flot de communication avec le marché que je gère pour avoir une solidité de l'action et une croissance, mais, mais il faut faire très attention parce que le marché n'aime pas l'incertitude. Je vais donner un exemple. Si dans un communiqué de presse, vous mettez le mot transition, vous perdez 30%. Parce que les actionnaires se disent, oula, transition, ça veut dire on va perdre de l'argent pour en gagner plus tard, mais ce que je retiens, c'est qu'on va en perdre tout de suite. Et on a été tellement berné par des transitions où finalement les gens n'ont jamais retrouvé la profitabilité qu'on sanctionne immédiatement. Donc voilà, il y a un côté un peu irrationnel là-dessus. Mhm. Euh, alors que en private equity, vous avez un actionnaire qui est un fonds, vous lui dites, bah voilà, on va creuser les pertes cette année, mais on a un plan et en fait, parce qu'on va développer un nouveau produit, on va faire une acquisition et puis après, et le fonds, bah, il valide le plan, mais on accepte tout à fait ça. Donc, c'est une relation très différente. Donc, je pense que j'étais pas du tout formé à cette relation avec le marché. Et donc, c'est effectivement, j'ai, et je pense que je suis aussi j'ai été probablement un peu naïf par rapport à ça. Et donc, j'ai donné une certaine, effectivement, transparence. Mais au départ, d'ailleurs, ça ça a plutôt bien fonctionné. Mais en fait, j'ai été encouragé euh, à partager un certain optimisme sur le plan de redressement qui fait que l'action, elle a énormément monté. Et en fait, c'est un piège aussi. Mhm. Parce que en tant que bon élève et CEO, vous vous dites, j'arrive, l'action double 9 mois après mon arrivée.
Bah, vous dites, c'est super, c'est un métrique. Mais sauf que cette action doublée, c'est pas la récompense du travail que vous avez fait, c'est l'anticipation de ce qui va se passer. Donc quand vous arrivez 8 mois après en disant, bon, le plan il est un peu plus compliqué que prévu, on va peut-être pas faire. Et là, ah, là, il y a surréaction dans l'autre sens. L'action plonge. Et là, en tant que CEO, vous êtes évidemment sur la sellette. Et donc là, vraiment, je pense pour prendre un job de CEO de boîte cotée, en plus avec un historique comme ça, euh, moi, je pense que si j'avais à le refaire aujourd'hui dans la même situation, d'abord, je changerais le CFO tout de suite. Et d'ailleurs, c'est ce que font les fonds de private equity en disant, bah, tiens, quelqu'un avec qui il y a une confiance énorme qui existe. La deuxième chose que je ferais, c'est que je n'adopterais pas une stratégie un peu de bon élève comme j'ai eu en voulant tout de suite. Finalement, je suis arrivé, il y avait des problèmes, je les ai pris sur moi. C'est-à-dire que je me disais, oh là là, la marge n'est pas bonne, faut qu'on annonce des trucs, faut qu'on. Ah non, je viens d'arriver. J'avais qu'à noircir le tableau, creuser les pertes, et en disant, faire des dépréciations massives pour encaisser tout de suite ces mauvaises nouvelles et les faire porter au management d'avant, et puis ensuite lancer mon plan et le dérouler tranquillement. Ça aurait été beaucoup plus efficace. Mais comme j'étais dans ce mode finalement plein de bonne volonté, de dire bah, tiens, j'arrive, il y a des problèmes, je vais les résoudre et day one. Et donc ça m'a été fatal. Hmm. Tu as parlé de plein de choses qui sont pertinentes et j'essaie d'extraire même pour les personnes, la vaste majorité qui ne seront jamais en train de diriger une boîte cotée en bourse. Tu dis le marché n'aime pas l'incertitude, à la hausse comme à la baisse, surtout à la baisse, mais à la hausse aussi. Le cas pratique, peut-être si vous managez des équipes ou des unités un peu complexes, c'est de dire, vous êtes par exemple en train de gérer une crise, ne promettez pas quelque chose où on va avoir une reprise de la performance très rapide et donc je sais pas, les pertes qui vont rapidement baisser parce que vous voyez une partie de la situation, vous venez d'arriver, il y a plein de choses de raccrever que vous Bien n'avez sûr. juste pas encore vu parce que vous n'avez pas eu le temps de soulever tous les tapis. Donc il faut avoir un principe de prudence là-dessus parce que personne n'aime être déçu. Il vaut mieux dire à votre manager, on va mettre 2 ans à s'y remettre et puis le faire en un an et demi que de lui dire, bon, c'est possible qu'on le fasse en 9 mois et le décevoir un certain nombre de reprises. Donc ça, c'est un point qui me Mais c'est semble. un grand classique, tu as raison. Ouais. Alors, je dis pas qu'il faut charger l'héritage, mais bon, on arrive dans une situation compliquée. Ah ben, on n'a pas à prendre toute la pression sur les conneries qui ont été faites avant. Je veux dire, il faut les souligner, les encaisser et essayer de mettre le point le plus bas raisonnable de départ pour se mettre dans une dynamique de progression. Donc, c'est vrai Mhm. aussi, tu as raison, pour Mhm. les fonctions de management. Si on transitionne, donc tu as eu la période Altran. Après, tu t'es cherché un peu, tu as fait un peu de politique, tu as fait ci, tu as fait ça. Et tu as dit, tu as passé un paquet d'entretiens et tu n'as pas été pris. Pourtant, tu es un mec brillant, tu as un track record incroyable et tu dis, mon parcours entre la politique, le machin, le fait que je me cherche a certainement flouté. Alors, Oui. comme tu l'as dit, j'avais trouvé ça super bien. C'est-à-dire, quelque part, ouais, ils doivent ressentir ce manque de clarté dans mes objectifs. Et ça, c'est super dur. Qu'est-ce que tu dirais après coup et quel conseil tu peux donner aux personnes qui se cherchent et qui veulent. Moi, il se trouve que je vais faire pleurer personne. J'avais du temps devant moi parce que j'étais dans des conditions financières bonnes. Donc, si tu veux, si effectivement j'avais un problème alimentaire, bah, je serais probablement retourné prendre un poste de direction commerciale chez Oracle ou IBM, je sais pas. Mais j'étais pas du tout dans ce mode-là. Donc, non, je pense que la, le point qui est important, je pense, c'est de prendre autant qu'on le peut. Et c'est pour ça que c'est mieux de le faire avant d'être sorti, de réflexion sur la façon dont on va formuler son objectif. Moi, j'étais pas clair sur ce que je voulais faire. Et donc, ça veut dire que j'allais à des entretiens pour rentrer dans des comex de grandes boîtes, des très beaux postes. Mais au fond de moi, j'étais pas convaincu que c'est ce que j'avais envie de faire. Parce que je me disais, bon, je vais retomber dans la politique des comex, toutes ces réunions auxquelles il faut participer, ce jeu de rôle. Et je me disais, au fond de moi, je pense. Et donc, je passais tous les. Malgré tout, je passais tous les obstacles. Et j'arrivais à la fin. Et à la fin, il y avait un petit truc, malgré tout, dans le body language, dans la façon dont j'exprimais. Et donc, finalement, je contribuais moi-même au fait que ça ne fonctionne pas. Et après, c'est très, très dangereux parce qu'après, on ressort de là, bah, c'est un échec.
Donc on se dévalorise soi-même. Donc on rentre dans une spirale, je l'ai vu beaucoup, et c'est pour ça que je m'applique sur ce sujet en disant non, non, il Hmm. faut anticiper, réfléchir. Et c'est aussi pour ça qu'il ne faut pas cramer son réseau. Ce que je dis, c'est-à-dire que quand on sort, notamment quand il y a une rupture brutale, euh, bah on a tendance à dire, oh là là, il faut que je remonte sur ton cheval tout de suite. Non, 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 prends. Moi, je suis pas d'accord avec ça. C'est ce que j'ai fait et c'est pas bien. Il faut prendre le temps de réfléchir. On a tous dans notre réseau, surtout si on a travaillé avant, si vous avez suivi le conseil précédent, il y a des gens qui peuvent vous aider. Par contre, le réflexe humain, c'est de tout de suite s'agiter et d'aller les voir. Et on va les voir. Ah oui, ils sont contents de vous recevoir, mais qu'est-ce que vous faites? Vous racontez vos malheurs. Et en fait, vous vous victimisez. Et donc, vous vous mettez une étiquette loser sur la tête. Non. Ce qu'il faut, c'est dire, voilà, je connais telle personne, elle peut m'aider. Je vais aller la voir en temps utile avec une posture, un message, une demande. Et cette personne-là, je lui dis, bon, est-ce que tu pourrais me faire rencontrer un tel dans la boîte? Bon, bah, il va le faire. Par contre, si vous l'avez déjà vu avant, vous avez un peu cramé la cartouche. Et Hmm. c'est pas toujours facile sur ces contacts de haut niveau bah, de pouvoir aller contacter une deuxième fois si la première fois vous avez juste été raconter vos malheurs. Donc Hmm. ça, c'est très important. D'accord, super conseil et hyper. Effectivement, on a vite fait de tomber dans le piège. Ok, qui je connais, qui peut m'aider, pouf, et sauf qu'on n'est pas Oui, mature. Euh, je sais que tu es très sensible à la cause de l'emploi des seniors. Est-ce que tu as un ou deux messages que tu veux partager sur le sujet? oui le message pour moi, c'est un message finalement vers les directions des entreprises. Et donc, ça s'applique aussi aux managers qui peuvent écouter, qui ont des seniors. Il y a souvent une relation difficile aux seniors. On considère que les gens qui ont plus de 50 ans, bon, voilà, ils sont amortis, faut les sortir. La première chose, c'est de rappeler que euh, tout le monde deviendra senior. Donc, les conseils que j'ai pu donner sur l'anticipation, la réflexion de ce qu'on fera après de ce deuxième acte, il est important, et d'autant plus important que l'emploi à vie, c'est terminé, que la retraite, elle sera lointaine et hypothétique. Donc, on aura forcément une tranche de vie où il faudra montrer un peu d'agilité, de rebond. Et donc, il faut s'y préparer. Et ça, message vers finalement tous. Et un message plus spécifiquement vers les entreprises, c'est de dire l'employabilité des seniors, c'est aussi votre responsabilité. Aujourd'hui, vous développez des programmes high potential pour les jeunes, les trentenaires, puis quand les gens franchissent 45 ans, vous en occupez plus. Or, en 2030, 40% des salariés auront plus de 40 ans, 45 ans dans les entreprises. Donc, en 2030. Donc, c'est une, c'est une tranche de la pyramide des âges qu'il va falloir soigner. C'est important pour vous parce qu'il représente, parce qu'il y a un allongement de la durée de vie en bonne santé. Quand on reste agile, qu'on fait des jobs différents, à 50 ans, on est en pleine force de l'âge. Ça n'a rien à voir avec ce que c'était il y a 30 ou 40 ans. Et, et donc, il faut investir sur ces personnes-là. Autrefois, on dit, ah bah oui, mais ça ne sert à rien que j'investisse sur un senior qui a 55 ans parce qu'il va partir dans 5 ans ou dans 7 ans. Ben d'accord, mais aujourd'hui, les Gen Z que vous recrutez, vous savez quelle est la durée moyenne en jeune? 18 mois. Donc, de toute façon, non, ça reste une force vive dans l'entreprise à, sur laquelle investir pour vous-même, c'est-à-dire qu'ils seront plus performants. Et pour eux, quand ils sortiront, bah, vous aurez rempli une responsabilité sociale qui est d'assurer l'employabilité des gens qui vous quittent. Hmm. Super. Merci beaucoup, Christophe. Merci, Jafar. On arrive à la fin. J'ai quelques questions pour toi. Est-ce que avant d'aller dans ces questions, tu as une question que tu aurais aimé que je te pose, mais que je t'ai pas posée, éventuellement, ou un point que tu aimerais partager avant d'arriver à la fin? Oui, il y a peut-être un point, c'est que que j'ai pas mentionné, que quand vous quittez, quand vous êtes dans cette période de post-entreprise et en recherche, encore une fois, il faut mieux l'avoir préparé avant, mais je pense que c'est important d'aborder les choses en faisant confiance à la sérendipité, c'est-à-dire que c'est l'ouverture, les rencontres, le fait d'aller, parfois c'est difficile à un événement sans avoir de passe VIP, sans être soi-même speaker, mais de dire ah non, je vais à un événement, je me fonds dans la foule, je discute, je prends les opportunités, parce que c'est fou le nombre d'opportunités qui peuvent être décelées en étant capable en étant ouvert aux rencontres, ouvert au coaching, à la formation, et ça va rebondir sur une autre chose. Et donc, j'avais écrit une tribune qui disait, il faut aborder cette période comme un néo et pas comme un ex, c'est-à-dire ne pas porter sur son dos le fardeau de son expérience ou de sa gloire passée. Excellent. Top. Merci beaucoup, Christophe. Quelques questions rapides. Est-ce que tu as une personne qui t'inspire? Euh,
Bah, finalement, je ne vais pas surprendre en disant Bill Gates, parce que, et surtout encore plus aujourd'hui, quand je vois la façon dont il a abordé voilà, cette période aux États-Unis. Euh, il se trouve que j'ai pu observer et en discuter avec lui, c'est-à-dire la façon dont il a décidé à un moment donné, d'abord, de réorienter, de faire léguer sa fortune à la fondation complètement, à 99%, et puis d'orienter sa formation. Initialement, il avait dit, bah, tiens, je vais faire une fondation pour booster l'informatique et donner des ordinateurs en Afrique, jusqu'à se rendre compte que bah, découvrir et devenir vraiment un spécialiste des maladies tropicales, de toutes ces choses, et en disant bah, finalement non, les besoins vitaux ne sont pas remplis, l'électrification, la santé, il s'est beaucoup investi sur ce sujet-là, à tel point que parfois ça m'a frustré, puisque j'ai eu un rendez-vous à la fois avec Mahathir, le Premier ministre malaisien, je me souviens, où ils avaient parlé de la malaria pendant 1 heure et pas des contrats du gouvernement, mais bon, je pouvais rien faire, et avec Jacques Chirac, pareil, de la taxe. La fameuse taxe sur les billets d'avion où Chirac voulait que Bill Gates l'aide à convaincre les Européens de le faire. Bon, finalement, on a été les seuls à taxer parce que nous, on sait bien faire. Mais plaisanteries mises à part, je pense que la façon dont il s'est réinvesti, la façon dont là justement dans cette ère Trump, dont il a su naviguer, et c'est vrai aussi pour Microsoft qui a su prendre un recul et ne pas, je dirais, retourner sa veste ou aller vers une soumission un peu voilà, déshonorante, je trouve qu'il se comporte très bien. D'accord, merci. Est-ce que tu as une citation? Oui, il y a une citation d'une romancière anglaise que j'aime beaucoup qui s'appelle George Eliot qui dit: Il n'est jamais trop tard pour devenir celui que l'on aurait dû être. C'est beau, super, merci. Un livre à recommander? Bah, le mien, le livre où j'ai quitté Bill Ouais, Gates. ouais, excellent. Je vous invite vraiment, si vous êtes intéressé par voilà, le partage de quelqu'un qui a vécu des choses exceptionnelles et qui le partage de manière transparente et incroyable. Enfin, tu parles de, voilà, t'es dans le bureau avec Sarkozy et tu décris la scène. Je vais pas parler, parce que je veux pas parler politique, mais il y a plein de choses ici qui sont hyper transparentes et même surprenamment. Je me suis dit, tiens, t'as osé. Donc, si vous voulez lire, ça se lit très facilement. Donc, voilà. Merci beaucoup, Merci. Jafar. Tu as tellement donné de conseils sur les débutants, sur les personnes en cours de carrière que je ne vais même pas te poser cette question-là, même si je la pose de manière classique. Je voulais sincèrement te remercier par ce partage d'expérience, pour ce partage d'expérience. C'est beau ce que tu as partagé. J'y ai senti énormément de bienveillance, énormément de partage d'expérience qui vaut le coup d'être entendu et j'espère digéré par au moins quelques-uns, quelques-unes d'entre vous. Et je te dis à très bientôt. Merci Merci, beaucoup. Jafar. À très bientôt. Merci, Au à très revoir. bientôt. Bravo, vous avez écouté ce podcast jusqu'au bout. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre une note 5 étoiles ou un pouce vers le haut, à partager et à commenter. Si vous voulez d'autres contenus intéressants, n'hésitez pas à aller voir ma chaîne YouTube All You Need to Lead ou mon profil LinkedIn Jafar Tabi dans lequel je partage aussi quelques idées qui pourraient vous intéresser. À bientôt.